Alors, j'ai un peu écouté les enregistrements d'hier et je suis aujourd'hui dans l'aboutissement de ce travail que je fais avec plaisir. En plus, j'ai trouvé un endroit encore plus frais qu'hier. Et depuis ce matin très tôt, j'ai quand même, je n'ai pas eu l'occasion de noter quelque chose à dire. Peut-être que c'est pas formé, mais premièrement, ça concerne mon propos d'hier concernant le rapport de la phénoménologie et la science, et le rapport de la phénoménologie à tout, mais les séries, d'ailleurs, s'intitulent Rapport A. Tout d'abord, il faut dire autre chose, rapport sans rapport dont je ne veux pas parler. Le concept appartient à Maurice Blanchot, un peu travaillé dans le parage par Derrida. C'est très important parce que je ne suis pas dans la catégorie de relations. Et chaque fois que je me pose une question, n'est-ce pas, comme par surprise ou programmatique, peu importe, effectivement, quel est votre rapport à la langue française, quel est votre rapport à l'histoire, quel est votre rapport à autrui, quel est votre rapport à la poésie. Donc, je donne des réponses, à mon avis, obliques, surtout dans la rubrique d'histoire. J'ai dit que j'avais répondu les deux précédents, c'est-à-dire concernant mon rapport au français et mon rapport à la poésie. Donc, mon rapport à l'histoire était expliqué dans les deux enregistrements précédents. C'est ça que je suggérais. Ce n'était qu'un exemple d'une réponse oblique. Effectivement, mon rapport à l'histoire, c'était très important, très tôt commencé. Et en fait, je ne parle pas de ce que je devrais dire par rapport à un aveu fait à moi à Paris par Nathalie Desprats, l'un des éminents phénoménologues de l'école française, qui a écrit sous l'attention et qui m'a fait un aveu que je veux revenir. Alors, mon rapport à l'histoire, etc. Et ce matin, j'ai feuilleté plusieurs livres, dont l'un acheté par curiosité de son titre et le nom que je connais, les deux dont il est question, écrit par un professeur de peu d'importance. J'ai lu très vite le livre. Il s'agit d'un livre turc écrit par un professeur turc sur la conception de l'histoire, surtout turque, voilà, de Erol Günger et de Nurettin Topçu. Donc, Nurettin Topçu, c'est un philosophe qui était francophone et qui s'intéressait à la conception du temps et de l'histoire de Bergson, autant qu'il a compris quelque chose. Et il avait inventé une certaine école philosophique qui existe déjà en France, actionnalisme, je crois, que je connais très peu, mais je connais bien sûr Bergson. Et je n'ai pas lu, à vrai dire, Nurettin Topçu, et dans ce livre-là, il n'y a rien qui sera un peu approfondi une question. Ce n'est que chez nous on dit discours de Hamaset, une certaine hostilité qui est dans le discours
qui lui banne, interdit de tout travail de réflexion. C'est un truc irréfléchi, idéologique concernant turquisme, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas quelque chose comme ça, ce sont des idéologues fondateurs de l'idéologie nationaliste bidon sur le turquisme, disons. C'est ça qu'ils comprennent de l'histoire, uniquement l'histoire turque. Depuis son commencement de l'Asie centrale jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, c'est une désolation, une absence technique et de maîtrise qu'il ne faut absolument pas d'en parler. Donc le titre était intéressant, c'est-à-dire réitération ou la répétition et l'histoire. Effectivement, le sujet ou le concept m'intéresse, c'est pour ça que j'avais acheté, j'avais différé la lecture et j'en passe. Effectivement, la question de répétition dans l'histoire, d'abord l'œuvre de Karl Marx intitulée 18 Brumaire de Bonaparte, et philosophiquement travaillé dans les années 70, je crois, dans le sommet des recherches sur le marxisme par Philippe Assoun, dont le livre s'intitule La répétition dans l'histoire. Effectivement, c'est une porte d'entrée. Ce titre ou ce domaine de recherche dans l'école française du marxisme, c'était la porte d'entrée à l'essence de l'idéologie à l'issue de travaux de Louis Althusser, bien sûr, sur l'idéologie. Donc, comme superstructure, le monde symbolique, le pouvoir et ses symboles. Est très important sujet, mais bien sûr, nos auteurs ils ignoraient complètement, apparemment, vu le bassesse de leur niveau. Bon, je n'aime pas ce genre des énumérations sans toucher le fond, mais on espère qu'on va toucher le fond. Deuxième, je cherchais quand même citation exacte d'Ejaihan, je suis sûr que c'était de lui ma connaissance ou une anecdote que j'ai relatée pendant le tournage de film, enfin, soit pas un film mais un documentaire. On m'avait proposé un thème comme à plusieurs personnes, dont je me rappelle d'un autre personnage qui est décédé à Tunç Altındağ. C'était un régisseur, donc un producteur de films documentaires attitré, une femme dont nom peut être Ismet, qui travaille dans la télévision nationale turque TRT, qui travaillait à l'époque. Ça fait carrément 20 ans. Et ils sont venus à mon bureau, ils ont filmé pendant que je parlais. Et c'est émis, c'est-à-dire publié à la télé, que j'ai aperçu, mais on m'avait coupé le discours. De quoi
s'agit-il? Le thème, c'était la clé, tout simplement. Et Madame Ismet avait apparemment une tendance au soufisme, donc elle aimait apparemment, je ne connaissais pas personnellement, pas du tout une proposition venue comme ça, et j'ai accepté par la gentillesse et ça m'a coûté rien. Et elle est venue avec son équipe dans mon bureau. Et donc, j'ai parlé. Donc, sujet, la clé. Et j'ai noté il y a quelques semaines, effectivement, pendant toute cette série de travail sur Clésis, paulinien, et m'a découvert un dictionnaire turc, grec, turc. Donc, le mot Clésis, avec sa sémantique m'intéressait. Clésis voulait dire, avant de signifier l'appel, la clé. Donc j'ignorais à l'époque, bien sûr, alors que je connaissais les épîtres de Saint Paul, mais je n'avais pas encore lu Giorgio Agamben, Le temps qui reste, qui analyse le concept de Clésis et les autres concepts. Bon, de quoi s'agit-il? Quel rapport avec Edjaihan? J'ai cité Edjaihan dans mon discours donc télévisé et on m'a coupé cette partie. C'est ça que je voulais relater. Et l'autre partie, qu'il ne pas oublier, je répète le nom de Nathalie Delpaz, qui a travaillé avec Ahmed Soysal et qui Zeynep Drek, à l'occasion de la parution du livre philosophique d'Ahmed Soysal à Istanbul. Donc Nathalie Delpaz était invitée pour parler, non pas d'Ahmed Soysal, mais de la phénoménologie en général. Et donc une libéralité de l'esprit. On ne force pas les gens de parler de quelque chose, mais on propose un thème. Donc apparemment, à mon avis, enfin j'ai lu le programme récemment que je trouvais dans le pli du livre de Ahmed Soysal intitulé la logique pulsionnelle. Dans le programme, Nathalie Delpaz promettait qu'il va parler de la philosophie de Hans Jonas, donc un philosophe allemand éminent qui travaille sur la phénoménologie, mais avec un langage quand même maîtrisé de la phénoménologie. Zeynep Drek parlait de Scheler et de la philosophie de la valeur qui sera insuffisant pour remédier à nos questions écologiques. Alors que Nathalie Delpaz ne citait même pas le mot écologie, mais de manière insistante, il écrivait égologie avec une trait d'union. Voilà ce que je me rappelle. Peut-être que ça n'a rien à voir avec notre propos, mais effectivement, en commençant tout à l'heure, j'avais dit que je vais ajouter quelque chose comme addenda à ce que j'ai dit hier sur le rapport de phénoménologie. Attention, école française de la phénoménologie, donc on est dans la vif du sujet peut-être. Alors, retournons à Edjaihan qui n'a rien à voir et comme m'a censuré, par faute de temps, enfin par manque de temps, je ne sais pas, je ne vais pas demander, elle ne m'a pas expliqué, on s'est contenté qu'on a eu une image parlante à la télé nationale turque officielle, etc. C'est dans les années donc 1980,
15 ou plus tard. Non, 1999, au moins. Voilà, exactement 99. Alors, je disais, enfin, la clé, j'en élargissais le concept et associé au concept possession et garderie, sécurité et l'amiante. Donc, je faisais une sorte de phénoménologie, mais c'était trop court pour que les gens comprennent qu'il s'agit d'un développement, une réduction, une variation arithmétique autour de la notion de clé en tant qu'ustensile, instrument inventé à un moment donné de l'histoire ou qui devrait être simultané ou postérieur à une conception de possession. Possession d'un lieu, donc appropriation d'un lieu, d'une terre, d'un champ, d'un pays, etc. Donc, très vite, j'avais enchaîné à la question de terre natale, terre nationale, terre identité nationale, identité de la terre et tous les quoi. Revendications en ce qui concerne la terre. Donc, absolument pas, je n'ai pas nommé le mot de terrorisme qu'on utilise beaucoup dans la télévision nationale pour justement expulser, exorciser un genre de revendication concernant la langue, des cultes ou l'identité des, disons, Arméniens, des minorités qui est arrangée avec Lausanne. Et on n'en parle plus, on est bien dans notre patrie. Voilà. Alors, je n'ai pas dit un seul de ces mots là-bas, mais j'explique le contexte dans lequel je transmettais à la télé une anecdote que j'avais lue, mais je n'ai pas trouvé la source, et je feuilletais ce matin, et je n'ai pas encore trouvé, qui serait absolument de Egehan, grand poète turc, qui m'a beaucoup influencé dans ma conception, ou disons plutôt intuition à l'histoire. Il n'est pas historien, mais il écrit des poèmes. Alors, quel était d'abord ce que j'ai lu, j'ai eu l'impression de lire avec une exactitude parfaite, de Egehan, mais dans quel livre il ne s'agit pas d'une poésie, il s'agissait de ses proses. Donc, j'ai fait les Deftala, ces cahiers, les nouveaux cahiers, Kursus Bir Hattat, calligraphe sans bras, etc. Ce genre de livres de Egehan, qu'il publiait avec l'aide de ses amis qui avaient un peu l'argent où il faisait une souscription, quelque chose comme ça. Et le sujet, vif du sujet, je disais tout simplement, en relatant une anecdote, peut-être même pas citer le nom de Egehan, et les gens qui étaient dans un voyage touristique, exploration, n'importe quoi, dans l'est de la Turquie, ils s'entretenaient avec les gens indigènes. De quelle source on ne sait pas, c'est pour ça que je dis indigènes, c'est-à-dire les gens qui
de là-bas, tout simplement. Et non pas d'Istanbul, d'Ankara, d'Izmir, de la partie est de la Turquie depuis toujours. Ils sont là. Donc ils ont demandé, apparemment les gens qui sont venus de la partie ouest de la Turquie, les gens éclairés, intellectuels ou curieux, ils ont demandé à ce pauvre paysan, est-ce que cette terre, à peu près, hein, à qui appartient alors cette terre? Qui est le propriétaire de cette terre? Ce genre de questions à un paysan. Là où, dans un pays, effectivement, il y a un droit de propriété, il y a des documents de propriété privés, etc. Mais on sait que quand même, dans ce pays-là, on n'a pas fini, apparemment volontairement, une véritable tâche d'ingénierie qu'on appelle catastrophe. C'est-à-dire, on n'a pas fait une véritable topographie catastrophique. Bon, le mot peut-être n'est pas exact en français. Une science de carte. Donc, on dit catastrophe. En turc, carte de la Turquie en topographie minutieuse montrant chaque minutieuse partie de la propriété privée. Ça manque à ma connaissance. Et on dit que c'est volontaire. On ne veut pas ouvrir les anciens cahiers parce qu'on va trouver sûrement des noms étrangers qui sont chassés où il y a eu des minorités, des chrétiens, des cultes. Donc c'est un sujet que notre République n'aime pas trop en parler. Les origines des terres, identité des terres, identité des gens. Nous sommes tous turcs, comme une identité, üst kimlik, on dit, une certaine identité qui englobe et écrase toutes les autres, etc. C'est pas mon sujet, mais c'est un sujet très actif, discuté à l'époque. Je crois que le Premier ministre, c'était Schiller, quelque chose comme ça, donc ultranationaliste, une femme qui fait des guerres à droite, à gauche, dans les frontières, etc. Voilà. Donc, à cette question de l'homme blanc aux paysans indigènes, le paysan avait une réponse tout court. Alors, je ne sais pas, mais nous avons des tombeaux ici qui appartiennent à nos ancêtres, à nous. Voilà la phrase, la réponse, ceci. Je ne suis pas sûr s'il ajoutait que c'est nos tombeaux, c'est nos cimetières, donc de nos ancêtres qui valent comme une pièce, un document de la propriété déterminée, privée. Donc, voilà, un paysan s'exprime comme ça. Nous sommes là depuis l'éternité. Personne ne se rappelle du début de notre arrivée ici. On n'a rien acheté. La terre, c'était toujours à nous et nous appartenions à cette terre et nos morts sont ensevelis ici. Voilà, voilà une réponse à votre question. Autrement,
histoire de documents, pièces à conviction, nous n'avons pas. Si vous cherchez une pièce à conviction pour vous convaincre que cette terre nous appartient, allez, venez, que je vous fasse visiter les cimetières. Vous avez compris quand même. L'ange, la clé, et son rapport avec la clé. La clé, c'est-à-dire quelque chose que tu possèdes et pour entrer à ta possession. C'est ton droit d'entrer à ta possession. De tenir un clé. Voilà, je détiens un clé comme pièce à conviction que j'appartiens à cette terre et cette terre m'appartient, c'est réciproque, et je serai le jour venu enseveli sous cette terre et comme mes ancêtres. C'est ça ma conception de possession. Si vous cherchez quelque chose d'autre, j'en connais pas autre possédé. Voilà, bien sûr, c'est coupé. C'est coupé. C'est-à-dire, la femme, bien qu'elle honnête femme, elle a compris que le sujet dépasse un peu quand même la clé, bien qu'il est soufi, c'est-à-dire ésotériquement entrer dans la spiritualité et devrait être très sensible à ce que je dis. Mais elle a une profession quand même elle devrait vendre son produit qui est le film documentaire. Vous avez tout compris, n'est-ce pas? J'ai noté ça. Et je n'ai pas relaté devant vous. J'avais noté pendant mes recherches sur Clésis, Saint-Paul, Agamben, etc. Pour moi, c'est important. Quel rapport avec mon propos d'aujourd'hui? Parce que j'avais promis de raconter, et je vais raconter quel autre propos était en cours. C'était Nathalie Delpras qui m'a fait en privé à Paris. Pourquoi? Parce que on était invités en groupe, carrément, avec Zeynep, moi, Omer, et à Paris, oui, pour intervenir, je crois, à l'occasion d'un siècle turc ou centième année de la fondation de la Turquie, quelque chose comme ça, mais dans les limites de nos métiers, donc en philosophie, probablement je n'ai pas pu faire, parce que c'était long, une communication. J'ai lu une communication qui était trop lourde. Donc ça n'a servi à rien, mais on s'est bien discuté après. Comme ça arrive toujours souvent dans les milieux académiques. Mais en partant, effectivement, Nathalie, elle était très sympathique. Elle a passé beaucoup d'années en Turquie. Elle a enseigné ici aussi. Donc, elle a des liaisons intimes, dont l'un et moi. Mais, donc, pour une raison apparemment qui est apparue au cours de nos conversations, elle s'est sentie obligée de dire cette phrase qui est quand même révélation totale de l'état de la France, de l'état de l'école philharmonique, de la école philharmonique française, que je n'avancerai pas trop dans cette direction, mais peut-être on va. Elle m'a dit, Mélie, tu sais, nous sommes un pays douloureux, a eu un passé douloureux concernant la laïcité, la révolution, etc. Nos institutions sont déterminées
par un engagement à la laïcité. Ce que tu dis est trop vrai et je comprends ce que tu veux en arriver, mais c'est parce que nous ne pouvons pas parler de ces choses-là, c'est-à-dire de la révélation des stades, des hypostases, des manifestations ou des illuminations, ou je ne sais pas quoi, sans nommer, hein, on a parlé en crypto, c'est à vous que j'explique. Ce que j'ai compris, j'ai pas eu une discussion là-dessus, on a tout de suite intentionné la chose et on s'était dans une compréhension profonde de l'histoire et de l'actualité et de la France et du monde et de l'Occident et de l'Orient. Voilà, la phrase n'est pas finie, elle a dit que voilà, comme c'est interdit, nous ne pouvons pas parler de ces choses-là, c'est pour ça que nous faisons de la phénoménologie. Point. Révélation totale. Mais effectivement, collection Épiméthée dirigée par M. Jean-Luc Marion. Et j'ai connu tardivement et on a eu une brève et intense conversation dans un jour d'hiver à Istanbul parce qu'il était invité avec plusieurs gens, dont l'autre était Bernard Stiegler, mais avec plutôt Marion, parce que c'est la première fois que je voyais dans ma vie en vrai. Et j'avais suivi pourtant les cours de Bernard Stiegler à Paris. Donc, Marion, moi aussi j'ai fait des révélations à Marion, et lui aussi il m'a fait des révélations concernant phénoménologie, la théologie négative et Derrida. Et comme j'avais traduit. Pseudo-Dionysos, en fait, Derrida analysant Pseudo-Dionysos, effectivement, je me demandais qu'est-ce qu'il pensait. Et leur histoire litigieuse, Marion, Derrida, et Derrida avouait en écrit qu'il avait différé la lecture de Marion, surtout de son livre Dieu sans être, dont les titres est fascinant, mais il refusait de lire. Et j'ai raconté tout à Marion et j'ai attendu une réponse et il m'a donné une réponse. Alors, on dit dans un proverbe chinois, le mensonge le mieux répété devient la vérité. Effectivement, ce que j'ai dit, c'est complètement faux, non pas dans le contenu, mais je ne connais pas l'existence d'un proverbe ainsi. C'est moi qui dois faire une parole. Voilà, c'est un exemple de mensonge, si vous voulez, blanc, comme une mythologie blanche, ou l'ontologie grise de Descartes, selon Jean-Luc Marion, ou métaphysique blanche, blanchie, c'est-à-dire ontothéologie qui ne sait pas, même pas elle-même, quelle est au fond une théologie, n'est qu'une théologie, etc. C'est encore un deuxième livre de Marion qu'il faut envoyer les louanges. Eh bien, l'histoire est compliquée. Et il y a une autre citation, cette fois-ci d'un roman de Alain Robbe-Grillet. Là, une jeune fille qui se vantait qu'ils apprenaient à l'école primaire, d'abord premier semestre,
les mensonges simples, et puis dans le deuxième semestre, ils passaient tous ensemble, un peu comme algèbre, quoi. Les mensonges de puissance, semestre prochain, ils apprenaient les mensonges de troisième puissance. Là, effectivement, ils étaient très bien éduqués. Voilà, c'est une citation du roman de Alain Robbe-Grillet que j'ai essayé de rappeler. À la fin de son conférence, M. Jacques Derrida à Istanbul invité et qui donnait une conférence sur, intitulée l'état de mensonge. Voilà, l'état de mensonge et mensonge d'état. Donc, mensonge d'état. Effectivement, c'était pas neutre à Istanbul venir et proférer des paroles ainsi plus qu'ambiguës dans les titres en deux sens, réversible, irréversible. Alors, il s'agissait bien sûr déniement. La déni par l'État turc républicain de l'existence d'une certaine génocide appliqué par les moyens de l'État, le chemin ferroviaire y compris, et tous les annexes, en usant des auxiliaires, pourquoi pas les militants ou kurdes, tout compris, c'est-à-dire un État, même en dissolution, ou en reconstruction avec une propulsion d'une partie qui s'appelle Ittihad ve Terakki. Voilà. Même dans le nom de ce parti, il y a des mots Ittihad. Ça peut être une sorte de expansion, mais c'est assez proche propulsion, et Terakki, c'est développement. Donc une propulsion et développement, un renouveau turc du siècle, c'est ça, Ittihad ve Terakki, qui est responsable avec, bien sûr, auxiliaire de tout armement logistique allemand, de l'État allemand, et non pas des intellectuels ou un simple mouvement de missionnaires. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est bien au contraire. Missionnaire, c'est un premier lancé. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt des Allemands dans les génocides arméniens pour qu'ils programment à travers Talat Pacha cette immense monstruosité. Alors, Derrida a fait semblant de ne rien comprendre. Peut-être qu'il est allergique, comme la plupart des républiques de l'Est françaises, à Alain Robbe-Grillet, pour la raison un peu différente qui devrait rester à l'obscurité. Donc il est un bon romancier quand même, mais lesquels d'entre vous, nous, effectivement, c'est ce qu'il veut dire exactement en racontant des fantastiques anecdotes à la personne, à faire dormir au début du siècle et à debout, à faire dormir à debout, qui nous fait rêver, et un orientalisme sans fond dans lequel moi aussi je tombe, mais pas accompagné, c'est-à-dire pour comprendre de l'intérieur ce qui se passe chez Pierre Loti, ce qui se passe chez Chateaubriand,
Chateaubriand, c'est pas seulement orientaliste, mais il est allé aussi, n'est-ce pas, aux États-Unis pour se familiariser avec les indigènes, dont le résultat assez brillant, c'est son roman Atala, qui a eu cette prudence de séparer de ses mémoires d'outre-tombe ou de génie, plutôt du génie du christianisme. Effectivement, c'est cité sans donner le nom dans la préface de ce monsieur abbé, soi-disant prévôt. Voilà. Alors, deux choses concernant Hegel dans ses écrits de jeunesse, soi-disant théologiques, et l'autre concernant la réponse de Marion. À moi, personnellement, et je commence par le deuxième. Il a fini son discours, tu sais, Mélie, le christianisme dans son essence veut dire l'amitié, amour, le prochain. Voilà, j'ai tout compris tout de suite. Alors, pour ça, il ne fallait pas venir jusqu'à là, dans n'importe quelle église protestante, réformée. Là, on va pour manger, à boire. Les nuits de Noël, parce qu'on est tous seuls, isolés à Paris, on comprenait déjà qu'il s'agissait avant tout, le sens intime de la communion, c'était manger et boire ensemble et partager eschatologiquement notre état de mortalité et notre état encore vivant. Bref. Et concernant maléducation de Derrida, il a dit quelque chose, enfin tout le monde qui s'étudie en France connaît Métécate, Jacob Böhm, Thomas d'Aquin, mais effectivement pour Dionysos, pseudo-Dionysos, aussi il est dans le programme de lecture, et Derrida a refusé. Bon, il n'a pas dit ça. Donc, Derrida lui-même, il écrit qu'il a refusé d'écrire Marion. Et il était apparemment assez captif par cette théorie que je déclare de fond en comble Jean-Luc Marion, un théologien, un phénoménologue d'abord, bien sûr, un phénoménologue qui a réussi à faire sa théologie dans la collection d'Épiméthée, ça il faut souligner, et sont tombés, bien sûr, dans une eschatologie. Et quand il s'agit d'eschatologie, c'était quoi le deuxième point que je devrais éclaircir? C'était Hegel dans ses écrits de jeunesse que je citais le début de sa phrase, juste l'entrée du texte, de foi et savoir, un recueil de ses écrits de jeunesse en français traduction. Bon, c'était quoi? Le souverain, en fait, le souverain séculaire, le souverain de ce monde entre dans le lieu sacré, non pas pour ramasser des tribus, il peut entrer dans n'importe quel trou, dans la vie privée, en déclarant la guerre. Pouvoir souverain a cette privilège de déclarer la guerre et donc ramasser toute la naissance, nouveau-nés, anciens, jeunes, éduqués, non éduqués, vieux, femmes, enfants, c'est-à-dire privé, la vie en toute sa nudité.
Et la vie sans père, c'est-à-dire Sainte Vierge, il a le droit d'entrer partout. C'est moi qui explique. Il dit tout court, il écrit un sorte de poème qui imite un peu Dali. Donc, en déclarant la guerre, en causant des désastres, et la société civile se change du fond en comble, comme imaginez, comme nous sommes en Anatolie, invasion mongole, et de leur sortie, ils brûlent toutes les villes, Selçukide. Et c'est la fin d'une civilisation qui se renaît de ses cendres. C'est pour ça qu'à Konya, quand même, je suis allé visiter l'emblème encore de municipalité de Konya. Konya est une tête, une double. Ah voilà, double. La passe. Janus, qui se renaît de ses cendres. C'est comme le drapeau de l'Allemagne actuellement. Encore aigle, donc double tête d'aigle. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Le pouvoir souverain entre dans le lieu sacré et en déclarant la guerre, non pas civile, c'est secondaire, ça se faisable toujours. N'importe quelle guerre avec les voisins, montre qui était le maître véritable de ce monde. C'est pas le souverain qui est maître véritable. Aucun souverain ne peut être le maître de la vie véritable, mais il peut déclarer la guerre et voir dans un spectacle mundi, contempler de loin, et en entrant dans la guerre comme il voulait. C'est un duel jusqu'à la fin, qui est le maître véritable de mort. Je finis ma citation de Hegel. La mort. Maître véritable du monde, la mort. Un dénudement total dans toutes les parcelles, occupations, départements, segmentalisation, commerce, ville, champs, navires, tout est arrêté. Il ne s'agit que de la mort. Et souverain, on ne sait pas où est. Et les soldats, ils tombent ou ils partent. Qui est le souverain? C'est la mort. C'est-à-dire mettre à zéro la civilisation. Effectivement, en Waterloo, la guerre de Waterloo, a duré, on dit, 10 heures. Milliers de morts dans 10 heures. Et l'autre, dernière guerre, Première Guerre mondiale, l'autre, effectivement, des années et des années. Alors, un aveu de moi. Je voulais, dans mon tendre enfance, être vraiment un homme scientifique. Je trouvais bizarre, non inutile, toute occupation littéraire. Je ne m'intéressais absolument pas à la littérature, mais à la logique, à la géométrie. Donc, par exemple, j'avais lu quand même quelques œuvres, chefs-d'œuvre qui m'ont beaucoup touché, mais par exemple, Les Misérables. Dickens, Charles Dickens,
Victor Hugo. Et j'ai dit que arrêtons cette histoire, finis cette histoire, effaçons tout, plus jamais cela, et je serai un homme scientifique au point. J'effacerai tout, et j'ai compris dans quelques mois que si je serais un homme scientifique et que j'étais dans un département de physique avancé dans l'université, et il dit que alors je ne suis pas de là. C'est-à-dire que si je deviens un spécialiste atome, alors pouvoir souverain va utiliser toute ma science. Alors je serai fini. Là, je serai encore pire que des animaux, plus bas qu'un bête, comme dit Jean-Jacques Rousseau dans les inégalités. L'homme peut tomber. Une bête ne peut jamais au-dessus de son espèce. Il reste dans son espèce. Mais si j'étais usé par un pouvoir souverain dans ma science, alors là, je serais tombé métaphysiquement, si vous voulez, plus bas au niveau d'espèce et de race d'une bête. Une bête qui ne sera jamais si abjecte que ça. J'espère que vous avez tout compris. Et j'ai arrêté tous les études de physique. Et pendant 2 ans, je suis resté loin de l'université, loin de l'académie. Et peu à peu, avec cette grande dépression, là, dans notre pays, il n'y a pas de monastère courant, là on peut s'enfermer, mais il y a des alternatives. Mais j'ai appris les langues étrangères et j'ai appris surtout la psychanalyse, et j'ai commencé un peu à lire la poésie et surtout la peinture et sculpture et balade. Je me baladais, comme vous savez, solitairement. Souvenir d'une promeneur solitaire. Là, je me promenais. Alors, seule différence avec Rousseau et moi, c'est que j'ai qu'une seule et lui plusieurs. Point, au revoir. S'il charge bien mon algorithme, bien sûr posthume, effectivement, en faisant attention à 3 degrés, à 3 cercles, effectivement, vie, travail, langage, Foucaultien, ce diagramme, ce cercle-là, s'ils peuvent l'autre, tout ça, et superposer à mes discours éparses, chronologique, anachronique ou justement au point, circonstanciel, fondamental, là, tous ces paramètres, s'ils peuvent cogiter un peu quand même après notre monde, dans une autre existence mathématique, géométrique, encore figurale, en vue de figurabilité et intelligibilité, s'ils veulent, s'il les plaît. Alors, ils peuvent réussir à peu près une discours ininterrompue à loisir et qui ne sera pas un non-sens, mais qui ne sera pas non plus un discours unifiant, mais chaque fois divertissant à la manière de l'homme pascalien. C'est déjà bien pour une database, ce qu'on peut espérer le mieux.
dans le monde en tant que fin ultime, non pas de la nature, bien sûr, et de l'histoire naturelle, qui est passée à la biologie, et bien techno-sain, pour en finir, et la vie, la mort, autrement on resterait sanskrit, au sens deuxième du terme, dès qu'on, d'abord, heideggerien aussi, dès qu'on est né, on est prêt à mourir, mais la mort n'est pas une conséquence, c'est qu'un changement d'état. Non, c'est pas ça exactement. Bon, je vais revenir. Deuxième volet, enfin, la vie, c'est ça. Travail de l'analyse des richesses, d'où vient richesse, effectivement, Kafka, les recherches d'un chien, c'est vraiment chapitre 1, et passage à l'économie politique, Adam Smith, Karl Marx, et discours eschatologique qui se termine en une ultra-capitalisme, qui consiste à ne rien supporter dans la nature en nature et synthétiser tout et rendre l'argent d'une manière ininterrompue. Comme j'ai photographié tout à l'heure, on ne veut plus de gaz parce que ça absorbe beaucoup de l'eau, très utile, mais si on fait des gazons pour jouer de foot en plastique, effectivement, avec les petites cailloux de carbone, c'est à la fois recyclage, à la fois une paix durable, mais infiniment durable. Troisième instance, c'est encore pire que la mort, langage de cette bonté naturelle de Dieu, là où il y avait un langage originaire qui nous permettait de faire des taxonomies et de mathésis, un langage mathématique aussi était de Dieu, et avec sans interruption, on pourrait passer de mathématiques au langage au vif, à la parole, des études, des déceptions totales qui finit par l'invention au XXe siècle de la linguistique. Et non, donc, Michel Foucault, dans Les mots et les choses, a travaillé tout cela, et Thomas Kuhn a suivi un petit chemin. Il a parcouru le domaine de physique, et changement de paradigme, un peu. Il a lu quand même notre homme Gaston Bachelard, pardon, et peut-être un peu feuilleté quand même notre cher Michel Foucault. Donc, un algorithme parlant, c'est possible. Tout d'abord, le mot parloir existe, apparemment en français, parce que j'ai lu dans la baie de Prévost aujourd'hui que ce mot utilisé là, mais au sens de cellule de accueil et de visiteurs dans un lieu carcéral. Parloir, c'est ça. Parloir doit être face à face. Moi, je n'ai jamais imaginé un parloir face à face. Un parloir, c'est comme dans l'église, pour confesser, il y a une chambre qui ressemble à un tonneau. Il y a une fenêtre, là tu peux absolument pas voir l'oreille du prêtre
et tu peux parler à vide et le prêtre peut te voir. Effectivement, par là ça sort. Une dissymétrie totale. Ce que nous faisons depuis longtemps, depuis que j'ai changé d'avis, je suis devenu plus civilisé et j'ai décidé de me montrer à tous les algorithmes et des passages de comme je ne voyage pas, je fréquente pas les aéroports ni les grandes routes ferroviaires. Alors mon visage, imaginons que pendant 10 ans, ne soit pas entré dans les algorithmes de visagérité de l'État international, comment on appelait, bulletin rouge. Je suis innocent finalement. Je ne suis pas qu'un pauvre parlant. S'il charge bien mon algorithme, bien sûr posthume, effectivement en faisant attention à 3 degrés, à 3 cercles, effectivement vie, travail, langage Foucaultien, ce diagramme, ce cercle-là, s'ils peuvent load tout ça et superposer à mes discours éparses, chronologiques, anachroniques ou justement au point, circonstanciel, fondamental, là, tous ces paramètres, s'ils peuvent cogiter un peu quand même après notre monde, dans une autre existence mathématique, géométrique, encore figurale, en vue de figurabilité et intelligibilité, s'ils veulent, s'il plaît, s'il les plaît. Alors, ils peuvent réussir à peu près une discours ininterrompue à loisir et qui ne sera pas un non-sens, mais qui ne sera pas non plus un discours unifiant, mais chaque fois divertissant à la manière de l'homme pascalien. C'est déjà bien pour une database, ce qu'on peut espérer le mieux dans le monde en tant que fin ultime, non pas de la nature bien sûr, mais de l'histoire naturelle qui est passée à la biologie et bien technocène pour en finir, et la vie, la mort, autrement enregistré, sanskrit, au sens deuxième du terme, dès qu'on, d'abord, heideggerien aussi, dès qu'on est né, on est prêt à mourir, mais la mort n'est pas une conséquence, c'est qu'un changement d'état. Non, c'est pas ça exactement. Bon, je vais revenir. Deuxième volet, enfin, la vie, c'est ça. Travail de l'analyse des richesses, d'où vient richesse, effectivement, Kafka, les recherches d'un chien, c'est vraiment chapitre 1, et passage à l'économie politique, Adam Smith, Karl Marx, et discours eschatologique qui se termine en une ultra-capitalisme, qui consiste à ne rien supporter dans la nature en nature et synthétiser tout et rendre l'argent d'une manière ininterrompue. Comme j'ai photographié tout à l'heure, on ne veut plus de grâce parce que ça
ça absorbe beaucoup de l'eau, très utile, mais si on fait des gazons pour jouer de foot en plastique, effectivement, avec les petites cailloux de carbone, ah, c'est à la fois recyclage, à la fois une paix durable, mais infiniment durable. Troisième, instant c'est encore pire que la mort, langage de cette bonté naturelle de Dieu, là où il y avait un langage originaire qui nous permettait à faire des taxonomies et de mathésis, un langage mathématique aussi était de Dieu, et avec sans interruption, on pourrait passer de mathématiques au langage au vif, à la parole, des études, des déceptions totales qui finit par l'invention au XXe siècle de la linguistique. Et non, donc, Michel Foucault donne les mots et les choses, a travaillé tout cela, et Thomas Kuhn a suivi un petit chemin. Il a parcouru le domaine de physique, et changement de paradigme, un peu. Il a lu quand même notre homme Gaston Bachelard, pardon, et peut-être un peu feuilleté quand même notre cher Michel Foucault. Donc, un algorithme parlant, c'est possible. Tout d'abord, le mot parloir existe, apparemment en français, parce que j'ai lu dans la baie de Prévost aujourd'hui que ce mot utilisé là, mais au sens de cellule de accueil et de visiteurs dans un lieu carcéral. Parloir, c'est ça. Parloir doit être face à face. Moi, je n'ai jamais imaginé un parloir face à face. Un parloir, c'est comme dans l'église, c'est pour confesser. Il y a une chambre qui ressemble à un tonneau. Il y a une fenêtre. Là, tu peux absolument pas voir l'oreille du prêtre, et tu peux parler à vide, et le prêtre peut te voir. Effectivement, parloir, c'est ça. Une dissymétrie totale. Ce que nous faisons depuis longtemps, depuis que j'ai changé d'avis, je suis devenu plus civilisé, et j'ai décidé de me montrer à tous les algorithmes et des passages de comme je ne voyage pas, je fréquente pas les aéroports ni les grandes routes ferroviaires. Alors mon visage, imaginons que pendant 10 ans, ne soit pas entré dans les algorithmes de visagérité de l'État international, comment on appelait, bulletin rouge. Je suis innocent, hein, finalement. Je ne suis pas qu'un pauvre parlant. Effectivement, aujourd'hui, au midi, j'ai parlé, en parlant de cette citation inconnue de Ejayan, là où j'ai relaté à ma façon dans une émission télévisée, et là où il y avait question de soit une minorité, soit des véritables propriétaires, entre guillemets, de cette terre, etc. Bon,
le problème complexe, mais à ce moment-là, plutôt à l'instant même, j'étais là où on était arrêté après grande procession à Istanbul. Il y a des années, je ne peux pas vous dire, mais les années 90, là où le jour où il y a eu l'assassinat de Hrant Dink, effectivement, presque toute l'Istanbul, à toute, disons, orientation confondue, était dans la rue uniquement, silencieusement, dans le processus. Bon, dans l'enterrement, effectivement, nous ne sommes pas de sa famille, nous n'avons pas participé à la messe à l'église de Kumkapi, mais on s'est arrêtés tous avant de se disperser, après cette grande marche silencieuse. Ah, il y a une couple. Là, il y avait du vent, etc. C'était joli. Moi, je connaissais de mon enfance, mais il y a quand même des décennies que je n'étais pas descendu jusqu'à là, à ce quartier-là. Là, tout instant, il y a quelques dizaines de minutes, j'étais là, assis, et je me suis rafraîchi quand même, à la fois de mémoire, à la fois de température corporelle, c'est-à-dire on est quand même dans la journée de canicule. Mais dans le processus procession de l'entraînement, c'était en plein hiver. C'était en janvier ou en février. Voilà. Donc il y a une grande différence. Tout ce que je peux vous dire. Et je pense également, comme j'ai un peu entamé la question de Blanchot avec son concept inégalable et de rapport sans rapport qui entre dans aucune des catégories, ni aristotélicienne ni kantien, qui est un rapport sans rapport à un rapport très profond, très souterrain et très éclatant avec Rosmet comme nom de Saint Paul. À mon avis, comment vous pouvez avoir un rapport sans rapport avec le monde sans déclarer, même pas déclarer, sans avoir déclaré, justement, faire de sorte que le monde soit comme tel et sans rapport avec ce que je fais, ce que je sens, le monde à eux. Alors, au sens phénoménologique du monde, d'ailleurs, il n'y a pas un seul monde. Et tout d'abord, le monde, c'est un concept idéologique. Dunya, hali, etc. Il ne s'agit pas il ne s'agit pas justement de la Terre ou d'une planète. Il ne s'agit pas d'un globe terrestre au sens géographique du terme, mais investir, effectivement, c'est ça. On peut dire idéologiquement au sens large. Alors, tout ça est très intéressant. Il distinguait avec une idéologie, deux notions d'idéologie, l'un avec majuscule qui est anhistorique et l'autre est historique, donc épisodique, périodique, qui peut se répéter, qui peut s'emprunter, qu'on peut se prêter, mais l'autre, c'est plus inhérent et
on ne se rend pas compte qu'on n'en sort pas. Mais laquelle, euh, c'est impossible à voir. C'est une, c'est une sorte garant de quoi? Garant garant épistémologique. Personne n'a pas trop cherché d'interpréter à fond cette notion, cette distinction althusserien des deux sortes d'idéologie. Peut-être que ça appartient à Alain Badiou, qu'il présuppose un infini, même pas peut-être un postulat, peut-être c'est pas un postulat, c'est plus un inhérent, et qu'il charge Mallarmé, Jacques Lacan, donc de ce qui est anhistorique. On peut interpréter anhistorique. Je vais donner un exemple. Je ne sais pas si ça convient ou pas, mais récemment j'ai vu un film documentaire sur Anatolie et sur l'histoire de Harput, j'en serai pas dans les détails. Et Harput était peuplé des chrétiens syriaques, arméniens, et bien sûr les Turcs, pourquoi pas des Kurdes aussi, est une ville anatolienne qui a changé de nom et de peut-être de démographie, mais Harput est devenue une autre ville qui s'appelle actuellement Elazığ. Et pendant l'un des derniers sultans, son nom était déjà changé, Aziz, etc. Mais quand on cherche archéologiquement, dans cette citadelle de Harput, on trouve des choses incroyables. On entre dans les époques, même avant l'invention de l'écriture, donc avant les Hittites, on parle d'une certaine Sumer-Akkad. D'ailleurs, le nom de Harput, c'est énigmatique, qu'on a laissé tomber finalement. Et comme ses habitants, enfin, on parle de séjour à l'intérieur de citadelles de Moyen-Âge. Mais ils ont finalement trouvé dans les couches le plus bas un bas-relief de 6 mètres extraordinaire et qui prouvait que ces gens-là, qui sont-ils, ils ne connaissaient pas l'écriture. Mais ils faisaient bien des guerres et ils prenaient des prisonniers de guerre, donc ils savaient l'esclavagisme, mais jusqu'à quel point on ne sait pas. Au moins, ils montraient ces esclaves de guerre, disons, Kriegsschatz, humaines, nus. Ils le ramassaient, ils le montraient en parade à leur roi. Voilà. Est-ce qu'ils usaient de ces trésors de guerre nus, c'est-à-dire humaines? Est-ce qu'ils connaissaient véritablement servir d'autrui, asservir? Ça, il n'y a pas de réponse, parce que j'ai vu soit l'illustration de ce bas-relief,
qui n'ont aucun indice, qui se font travailler par force ou par un enchaînement idéologique. Donc, pour moi, si c'est vrai, ce serait la preuve qu'ils ne connaissaient pas l'écriture. Mais la violence existait donc, c'est une réponse à Lévi-Strauss, et même à un certain Rousseau. Violence, esclavagisme, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs sortes d'esclavagisme, donc existait bien avant l'invention de l'écriture. Quelle est la différence qui a fait dans l'acte et le processus, l'institutionnalisation de la souveraineté l'écriture, le plus proche pour nous en Anatolie, c'est les Hittites. Effectivement, c'est un bon sujet de recherche que je ne suis pas assez pour vous. C'est-à-dire, esclavagisme chez les Hittites, quel rapport avec l'écriture et un esclavagisme de longue date. C'est-à-dire que Rousseau, avec son intuition extraordinaire, prévoyait déjà qu'on ne peut pas, on peut addicter une personne, forcer à vous soumettre, mais ça ne peut pas durer, ça ne sera pas économique, et ça va vous démolir, ça va vous annihiler. Il faut une chaîne de signes, un enchaînement, une énorme bureaucratie, une énorme chaîne de substitution et de garderie très douloureuse. Et c'est Voltaire qui a compris le sens profond de ce livre de Jean-Jacques Rousseau, donc Origine des inégalités parmi les hommes. Et dans ses lettres à Rousseau, il a dit que c'est très beau votre livre contre la race humaine. Et Rousseau a gentiment répondu merci, merci beaucoup, monsieur. Voilà l'intelligence qui se communique. Rousseau, ses livres est interdit et prévoit en fait, Abbé Prévost aussi interdit. Tu viendras pas là où tu es parti. Je suis dans la haute de grâce, tu es à Louisiana, et pourquoi pas Mississippi. Alors, de ton chacun, je meurs, ta mère, ma mère, notre tribu.